ras-le-bol des étudiants de l'Institut supérieur de commerce IEC Gombe et de l'Académie des Beaux-Arts. Ils s'insurgent contre l'augmentation des frais académiques faisant fi des négociations entamées avec les autorités académiques. Vous suivrez également dans ce journal une descente punitive des étudiants exclus de l'Institut supérieur de technique appliquée. Madame, Messieurs, bonsoir. D'abord, cette actualité, l'Ordre des Maltes veut apporter son appui dans les secteurs de l'éducation et de la santé en République démocratique du Congo. Son ministre en charge des Affaires étrangères l'a révélé au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi au cours de l'audience que lui a accordée. Le président de la République a reçu également une délégation de la MONUSCO conduite par son haut commissaire en charge des droits de l'homme. Reportage Patrick Moukoui. De la protection des droits de l'homme à la lutte contre les violences sexuelles, la RDC a fait un pas géant en avant, de quoi ne plus être négativement indexé par les organismes internationaux. Plus qu'un constat, il s'agit d'une affirmation sortie des entretiens entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et la délégation des Nations Unies conduite par son haut commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet. Des discussions en forme d'évaluation des actions menées et de ce qui demeure encore comme défi à relever. Nous avons parlé de la situation dans les prisons, de la nécessité de ne pas donner de crédit à l'impunité, mais aussi de mettre en place des mécanismes pour améliorer la situation du système judiciaire, pour que aussi les victimes puissent avoir accès à des réparations. Nous lui avons dit qu'il pourrait compter sur l'appui, le soutien accru de la MONUSCO, du Bureau conjoint aux droits de l'homme et aussi de la MONUSCO. De ces entretiens ont également filtré une série d'annonces du côté congolais, comme la mise en place du mécanisme de justice transitionnelle dans les zones à conflit, d'une commission justice-vérité-réconciliation sur les zones concernées, d'un fonds d'indemnisation des victimes ou encore d'un tribunal spécial pour violation grave et massive de droits de l'homme en RDC. On évoque également la mise en place d'une agence pour prévenir et lutter contre les traites des êtres humains. Et très prochainement, un projet de loi va être déposé au Parlement sous l'impulsion du président de la République pour incriminer et punir les comportements constitutifs de traite des êtres humains. Dans le décor de son bureau de travail, le chef de l'État a également accordé un moment d'entretien au ministre des Affaires étrangères de l'Ordre de Malte. Johan Kovacic a affirmé à Félix-Antoine Tshisekedi la volonté de son État d'étudier une possibilité de collaboration avec la RDC dans différents domaines, notamment la santé et l'éducation. La RDC, un choix de premier rang, a affirmé le chef de la diplomatie malte. Un pays très important qui pourrait être source de prospérité pour toute l'Afrique, avec plus de 90 millions d'habitants. Et vu la situation du pays, ça semble évident que c'est un endroit stratégique. La RDC, avec son nouveau leadership, continue de faire effet d'attraction à travers le monde. La même délégation conduite par le haut commissaire des Nations Unies en charge des droits de l'homme, Michelle Bachelet, a été reçue par la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a par la suite échangé avec les femmes leaders sur la situation qui prévaut à Béni. De retour de l'Itourie, Michelle Bachelet, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a eu un long entretien avec la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lyokomoudiaï. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment la ratification par le Parlement de certaines conventions, l'accélération de l'adoption de certaines lois. The need of support for many laws that are disputed. Le besoin d'avoir de l'appui pour faire passer les projets de loi qui sont pendant devant l'Assemblée nationale et le besoin de ratifier certaines conventions clés et des protocoles qui se rapportent aussi à d'autres conventions qui sont importantes pour la RDC. Je l'ai informé de la visite que j'ai effectuée à Bunia, en Ituri, et nous avons également discuté des initiatives qui sont en cours et que nous pensons pourront définitivement peut-être apporter la paix et la stabilité en Ituri. Il a beaucoup apprécié l'engagement, l'esprit d'engagement de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale sur des questions de genre, sur les questions des droits des femmes, mais aussi d'autres questions qui se rapportent aux droits économiques, sociaux et culturels des Congolais.
Avec les réseaux africains des femmes leaders, l'attention s'est focalisée sur la situation préoccupante de Béni. Marie-Madeleine Kalala, chef de la délégation, a insisté sur la solidarité qu'il faille manifester aux Congolaises et Congolais de Béni. Nous sommes venus partager avec Madame la Présidente de l'Assemblée nos impressions sur la situation à Béni, où nous nous sommes rendus au mois de décembre dans une mission de solidarité et de paix. Donc nous avons voulu que les femmes aussi s'impliquent dans ce qui se passe à l'est du pays et apportent leur petite pierre à la recherche et à la construction de la paix. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, très respective à ses doléances, a promis de s'impliquer activement au regard des propositions de fait par cette délégation. Comment stimuler l'entrepreneuriat et faire en sorte que l'aide humanitaire booste le développement en République démocratique du Congo? Des questions qui ont alimenté les entretiens qu'a eu le premier vice-président du Sénat, Sami Badibanga, avec ses hôtes. Suivez. L'État congolais entend travailler en synergie avec tous les humanitaires pour que les actions humanitaires servent réellement au développement des contrées ciblées et aussi améliorer les conditions de vie des populations victimes des différentes catastrophes humanitaires. C'est autour de cette question qu'il faut placer l'entretien entre le premier vice-président du Sénat, l'honorable Sami Badibanga Ntita, et Rachel Bernard, chef de la délégation régionale du CICR. Pour cette dernière, le CICR a durant 25 ans œuvré pour venir en aide aux victimes des différents conflits armés et des catastrophes naturelles. Elle a par la même occasion réitéré cet appui. Nous avons longuement discuté des initiatives très encourageantes que le gouvernement a de créer des cadres d'appel, de concertation pour attirer plus l'attention non seulement sur les problèmes humanitaires, les besoins de financer cette situation humanitaire, mais également appeler à une meilleure connexion entre les acteurs de développement et les acteurs humanitaires. Actuellement, les problèmes dans tout l'Est sont effectivement très importants. Ça fait plus de 25 ans que le CICR travaille dans l'Est et nous continuons à Béni comme ailleurs à venir au maximum de nos capacités en appui aux populations qui sont affectées, que ce soit par des activités d'urgence, distribution alimentaire, de matériel, d'aide au retour, de réinstallation, également des activités de chirurgie pour les personnes blessées par armes, que ce soit à l'hôpital de Béni, à Ndosho, à Bukavu, ainsi que toute une autre palette d'activités en soutien aux autorités, notamment pour les problèmes d'eau et de sanitation. Mario Vanchek, chef de mission adjoint à l'ambassade des Pays-Bas, était la deuxième personnalité reçue par le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement, l'honorable Sami Badibanga Ntita. Ils ont parlé de la mise sur pied d'un cadre légal, question de stimuler l'entrepreneuriat pour résorber le chômage. Les problèmes auxquels est confrontée la province des Lomami pour favoriser son développement ont été une fois de plus expliqués au chef du gouvernement par les élus ressortissants de cette juridiction. Autre activité du Premier ministre est déployée ce lundi, c'est cette séance de travail avec une délégation d'investisseurs égyptiens en séjour à Kinshasa. Suivez. Le trou à combler dans le domaine de l'énergie en RDC est tellement important que l'expérience égyptienne en la matière est à saisir. La desserte met à contribution plusieurs segments dont la production, le transport et la commercialisation. C'est à ces trois aspects que les grands capitaux égyptiens sont intéressés. Conduite par le ministre égyptien Dr Mohamed Sarket de l'électricité renouvelable, ces hommes d'affaires se sont exprimés au cours de cette séance de travail avec le Premier ministre Ilunga Ilunkamba sur les possibilités d'investissement. Nous pensons donner un accent particulier sur la production, sur la transmission et sur la commercialisation de l'énergie au niveau de la République démocratique du Congo. Je suis accompagné de très grandes entreprises, notamment El Sewedi, Arab Contractor et Samcrit. C'est des entreprises qui ont une très grande expertise dans le secteur, mais en même temps, je ne voudrais pas peut-être citer toutes les autres entreprises, mais c'est des très grandes entreprises qui sont basées. Et d'ailleurs, pour votre information, nous sommes en train de travailler sur un très grand projet en Tanzanie qui s'appelle le projet Nyerere dans le secteur. Les animateurs de la Commission nationale des droits de l'homme de la République démocratique du Congo ont échangé avec la délégation conduite par le haut commissaire des Nations Unies en charge des droits de l'homme en séjour à Kinshasa. Suivez. Cette salle de banquet du Parlement
que la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a suivi attentivement l'évolution de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo depuis la mise en œuvre de cette institution d'appui à la démocratie en avril 2015. Michelle Bachelet a encouragé le travail abattu par la Commission nationale des droits de l'homme. Je voudrais donc saisir cette occasion pour vous féliciter pour le travail que vous faites pour la protection et la promotion des droits de l'homme en RDC, pour votre engagement pour la noble cause des droits humains et la défense des plus vulnérables. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a relevé quelques avancées significatives réalisées. Au cours de cet échange d'informations, signalons la remise de matériel, équipements et fournitures par la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Aussi, la remise du cadeau en malachite par le président de la CNDH. Notons qu'une photo souvenir a clôturé cette cérémonie à Kinshasa. Je l'ai dit au sommaire, ce matin, les étudiants de l'Institut supérieur de commerce et ceux de l'Académie des beaux-arts ont protesté. Ces derniers ont exprimé leur ras-le-bol suite à l'augmentation des frais académiques pour cette année. Cette situation a paralysé les activités. À l'ISTA, 12 étudiants viennent d'être révoqués. Les causes de cette révocation dans ce résumé. Un mouvement inhabituel a été observé sur l'avenue de la Libération ex au 24 novembre ce lundi 27 janvier 2020. Des colonnes d'étudiants de l'ISC Gombe et leurs camarades de l'Académie des Beaux-Arts sont descendus dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol au sujet des frais académiques qu'ils estiment très exorbitants. Une démarche que les autorités académiques désapprouvent puisque les négociations sont en cours. Il s'agit des infiltrés. Il ne s'agit pas de nos étudiants qui sont venus à l'ISC Kinshasa, entrant dans les salles de classe, faisant sortir les étudiants sous prétexte que à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, on a majoré les frais académiques jusqu'à hauteur de 512 000 francs congolais, ce qui n'est pas vrai. Au moment où nous parlons, nous sommes en pleine négociation. Climat malsain également à l'ISTA. Pour comportement indigne, 12 étudiants ont été exclus samedi dernier par le comité de gestion. Ces derniers n'ont pas désarmé. Ces étudiants sont rentrés ce lundi 27 janvier avec du renfort constitué de jeunes délinquants. Ces inciviques ont passé à tabac d'autres étudiants et personnels de ces établissements publics d'enseignement supérieur avant de casser et saccager tout sur leur passage. Le DG de l'ISTA appelle les étudiants au calme. Ils sont venus et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont mandaté le président de la coordination estudiantine de venir nous dire pour que nous puissions revoir notre décision. Et si nous ne revoyons pas notre décision, ils vont nous attaquer. Nous sommes des éducateurs. Notre rôle, c'est de contribuer au développement de la jeunesse. Que s'ils sont vraiment des jeunes Congolais qui aiment leur pays, qui veulent qu'un jour que le pays se développe, ils doivent changer ses comportements. De 5 des troubles à répétition dans les milieux universitaires nécessitent des réformes profondes du système éducatif congolais et l'intervention urgente du gouvernement pour éviter tout effet de contagion. Une délégation de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs a franchi les portillons du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Avec le ministre Gilbert Kankondé, ils ont évoqué des questions liées à la sécurité, la paix dans la sous-région, plus précisément dans l'est de la République démocratique du Congo. Reportage. Paix et la sécurité dans la région du Grand Lac ainsi que les personnes déplacées, source d'insécurité. Ces sujets ont fait l'objet des échanges qu'a eu le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankondé Malamba, avec une délégation de la CIRGL conduite par M. Zachary Moubouro. Thank you very much. On a aussi parlé de la menace des forces négatives comme les ADF, les FNL, les FDLR, aussi des forces négatives locaux et étrangers qui sont dans l'est de la RDC et qui constituent des menaces pour les relations de bon voisinage avec les pays frontaliers de la RDC. Au cours de cette transition, on a aussi remarqué des efforts diplomatiques de la RDC avec les pays voisins. Aussi des efforts aussi facilitent par exemple la menace de l'Ebola. Pour venir à bout de cette menace, c'est mieux que les pays soient unis. On parle aussi, qu'on garde aussi ce moment d'effort diplomatique
pour organiser beaucoup de réunions des ministériels, des chefs d'État, afin de promouvoir la paix, la sécurité, le développement et aussi le niveau de vie des pays, des habitants des pays membres de la CIRGL. La conférence internationale sur la région de Grand Lac est déterminée à établir une paix durable dans la région de Grand Lac, plus précisément à l'est de la République démocratique du Congo. L'assainissement des finances publiques passe aussi par la bonne gestion des ressources budgétaires. Le vice-premier ministre du budget l'a compris et a autant travaillé dans cette droite ligne. Il a à cet effet transmis sa politique de gestion à l'ensemble du personnel de son ministère lors de la cérémonie de l'échange des vœux, nous dit Cédric Kenina. L'exécution du budget 2020 selon les normes, les dépenses utilitaires qui doivent suivre la procédure normale pour éviter finalement les dépenses extra-budgétaires. Message du vice-premier ministre, ministre du budget Jean Baudouin Mayomambeke au haut cadre de son ministère appelé à répartir sur des bases solides en 2020 pour atteindre les objectifs et priorités fixés. Ces objectifs appellent de ma part le déploiement des actions suivantes. Le respect de l'orthodoxie budgétaire. Toute dépense doit être engagée et passer par la chaîne de la dépense pour vérification de conformité à la loi budgétaire. Le contrôle a priori assuré par les contrôleurs budgétaires affectés dans différents ministères et services et ils y mettront toute la rigueur nécessaire. Ces moments d'échange de vœux a permis également au secrétaire général au budget, Edmond Doudi, d'insister en amont sur les travaux d'équipe devant caractériser les personnels du budget. 2020 peut être l'année de l'espoir. Il est possible de donner une nouvelle image au ministère du budget, mais cela exige que chacun puisse cultiver des valeurs positives de loyauté, de l'altruisme, de l'amour du prochain. Dans des circonstances pareilles, les repas de famille symbolisent mieux l'esprit commun qui anime désormais les personnels du budget. Le problème qui divise les acteurs qui dirigent la corporation de la presse congolaise préoccupe au plus haut point le ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, Julino Makelele, les a réunis autour d'une même table pour trouver des solutions suivies. Nous dire que l'Union nationale de la presse du Congo est un monstre à deux têtes. L'une s'est proclamée aux commandes avec mandat de la corporation et l'autre estimant assumer l'intérim en lieu et place du président radié de la profession par la commission des disciplines et d'éthique professionnelle de l'UNPC. Les ministres d'État, ministre de la Communication et des Médias, qui tient à la sérénité dans le travail des journalistes, reçoit ainsi tour à tour la délégation de Kassonga Tulunde, déclarée déchue, et celle de Placide Tabasengue, s'affirmant expédier les affaires courantes. Après avoir entendu séparément les deux parties, David Jolino dit ou Wampove Samakelele a prôné la réconciliation avant toute chose. Pour régler cette situation, il fallait qu'on trouve un terrain d'entente. Ce terrain d'entente, le ministre a voulu qu'il y ait réconciliation. Ce qui est bien, c'est que c'était une solution de sagesse. Le ministre a voulu qu'on tranche, qu'on trouve une formule d'entente. La vie est ainsi faite, il faut se pardonner mutuellement. La Bible se résume en un seul mot, amour. Sans pardon, on ne sait pas vivre en communauté. Voilà les conseils que nous avons reçus de M. le ministre et quelques échanges aujourd'hui. Visiblement, la volonté de se surpasser est manifeste. Ce qui importe est que les paroles tenues se transforment en actes dans l'intérêt de la corporation et de ses membres. Ernest Boko, c'est lui le nouvel archevêque de Mbandaka Bikoro dans la province de l'Équateur. Il a été installé par son éminence, le cardinal Ambongo, au cours d'une messe. Vitel Kamere, le directeur du cabinet du chef de l'État, a pris part à cette cérémonie. Dans un stade bondé de toutes parts, les fidèles catholiques de l'archidiocèse de Mbandaka Bikoro à l'Équateur ont assisté à un événement spécial ce dimanche, 26 janvier 2020. Il s'agit bien de l'installation de l'archevêque Ernest Mboko Ngombe par son éminence, cardinal Fredonné Ambongo, qui a invité les chrétiens à les soutenir dans la prière. Devant ciel et terre,
le nouveau berger de l'église de Mbandaka Bikoro, a pris l'engagement de servir Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Présent à cet événement spécial, le directeur des cabinets du chef de l'État, Vital Kamere. Ce dernier a remis une nouvelle Jeep Land Cruiser à l'archevêque et une enveloppe pour le début des travaux de construction du stade Bakusu. Cadeau signé, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, c'est une fête pour la province et pour le pays. Donc nous sommes venus témoigner de notre sollicitude et surtout le message de félicitations du président de la République et de réconfort à l'endroit d'un prêtre de l'église qui a été élevé aujourd'hui. Chaque moment de bénédiction, c'est tout le Congo qui est béni. Cette messe a été marquée également par la présence du coordonnateur du Front commun pour le Congo, FCC, le professeur Némi Moulania, à la tête d'une forte délégation de notables de l'Équateur. Le FCC, lors de sa retraite de Mbouela, avait dit qu'il exprimait sa volonté de garder une proximité avec l'Église. Et donc, je crois que les premiers faits sont là. C'est la preuve que nous sommes en train, bien sûr, d'exécuter nos propres résolutions. Nous sommes là pour partager la joie de la population de Mbandaka Bikoro, d'avoir un nouvel archevêque. Mais nous sommes là aussi pour exprimer notre proximité avec l'Église catholique, comme nous l'avons annoncé. En clair, l'installation de l'archevêque Ernest Mbokongombe fait désormais date dans l'histoire de l'Église catholique. Les activités au sein de l'hôpital de référence de Kinshasa ont démarré au début de cette semaine sans beaucoup d'engouement et pour cause de la tentative de grève observée avec un service minimum. Ce reportage nous en dit plus. L'image que représente l'hôpital général de référence de Kinshasa, Jadi Mamayemo, pose quelques interrogations au regard de l'exercice normal des services rendus, notamment l'accueil de patients d'une part et de l'autre, l'administration effective des soins de santé procédés des diagnostics, mission dévolue au personnel de santé, de par la prestation des serments d'Hippocrate et celle de Florence Nightingale. Visiblement, c'est une tentative de grève dans cet établissement hospitalier d'utilité publique. L'amélioration des conditions salariales et la réhabilitation des infrastructures figurent parmi les revendications du personnel de cet hôpital, comme le souligne le secrétaire principal de Sinamed. Parmi nos obligations, nous venons régulièrement à la rescousse de nos compatriotes congolais qui sont en détresse. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes en grève minimum, mais vous me voyez en blouse blanche pour vous montrer que j'ai la volonté de travailler. Le gouvernement, mais qu'il n'oublie pas que le médecin a le droit, n'est-ce pas, de manger. J'émane d'une base. Vous comprenez? Ce sont les médecins qui ont les prérogatives de pouvoir dire maintenant là, la grève est suspendue ou la grève est levée. Les médecins vont se retrouver demain à l'issue d'une assemblée extraordinaire qui sera tenue à l'hôpital général et ils vont se prononcer quant à ces. En attendant la suite favorable à ces revendications, les patients sont rassurés du service minimum mis au point par l'administration de l'hôpital général de référence ex-Mamayemo. Un nouveau virus se propage à Wuhan, en Chine. Une épidémie appelée coronavirus a déjà contaminé plus de 3000 personnes et a provoqué la mort de plus de 80 personnes d'après les bilans provisoires. Officiel, Ce virus est contagieux et se manifeste par une infection pulmonaire sévère. Vu les mouvements qui s'effectuent entre Beijing et Kinshasa, au niveau de l'aéroport, des mesures ont été prises. Pas d'agitation, la République démocratique du Congo est à l'abri. Suivez. Apparu début décembre 2019 sur un marché de Wuhan, le coronavirus a déjà fait 80 morts et près de 2700 personnes ont été contaminées en Chine. La Chine a d'ailleurs fait face à 17 nouveaux cas le dimanche d'un mystérieux virus de la même famille que le syndrome respiratoire aigu sévère qui avait tué 650 personnes en 2002-2003. Ce qui explique le prolongement de son congé de Nouvel An dans l'espoir de retarder les pics d'affluence et de réduire les risques de contamination. Selon les données de la Société
presse, des cas sont signalés dans quelques pays d'Asie, d'Europe et d'Amérique. La Mongolie, qui partage la frontière avec la Chine, a décidé de la fermer pour protéger ses habitants. La France, qui a vu 3 cas manifestés, a aussi pris des mesures de riposte et une période de quarantaine de 14 jours sera appliquée, a annoncé la ministre française de la Santé, Agnès Buzyn. Une équipe médicale dédiée accompagnera ce retour. Elle est d'ores et déjà en cours de constitution par le ministère de la Santé. Et afin d'éviter toute propagation du virus sur le territoire national, les personnes ainsi rapatriées feront l'objet d'un suivi médical par des professionnels de santé et demeureront dans un lieu d'accueil pendant 14 jours. Coronavirus forme une famille de virus variés touchant aussi bien l'homme que l'animal. Leur nom signifie virus en couronne. Ces virus causent principalement des infections respiratoires allant d'un rhume sans gravité à des pneumopathies sévères, parfois létales, qui peuvent s'accompagner des troubles digestifs tels que des gastro-entérites. Il existe 4 groupes principaux de coronavirus appelés alpha, bêta, gamma et delta. Mais le nouveau coronavirus 2019 identifié en Chine est 2019 nCoV. En RDC, des mesures ont été prises pour détecter ces virus sur tous les voyageurs provenant de la Chine. Toutefois, les mesures de précaution à prendre pour ces voyageurs, éviter tout contact avec le public, se rendre aux urgences ou chez un médecin généraliste, mais aussi porter des masques de protection et surtout se laver les mains avec du savon ou à la cendre. Suivez à présent la cérémonie inaugurale d'une station implantée tout près de lac Kivu. Dans les médias, après la signature de la conclusion du partenariat entre la République démocratique du Congo et la société Umnolog Gas Engineering sur le dégazage du lac Kivu avec la garantie d'efficacité de l'opération de 5 ans, les deux parties contractantes ont occupé la suite de la journée du 24 janvier 2020 en décidant de mettre les caps sous la plateforme d'essai de l'opération déjà mise en place. Nous sommes toujours dans le golfe de Kabuno, sur un site situé à près de 25 km de la ville de Goma, à cheval entre les provinces du Nord et Sud Kivu. Ces dispositifs ouvrira bientôt d'autres grandes structures, indispensables ainsi à l'atteinte de l'objectif principal, à savoir éviter le risque d'explosion du gaz carbonique au niveau du golfe de Kabuno. Et en tout cas, nous allons travailler de commun accord pour que finalement les lacs Kivu, parce que c'est une mine d'or avec ce que nous avons comme gaz ici, ça peut créer beaucoup de choses, de l'emploi et l'économie du pays, on peut le booster grâce à l'exploitation du gaz mettant dans les lacs Kivu. Parce que là, soyez rassurés, je suis au travail, je me mets au travail, nous allons dégazer, nous allons exploiter et ça sera pour le bonheur non seulement de tous les Congolais. Le ministre d'État en charge des hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima, est un homme qui s'est dit satisfait de la signature d'un contrat qu'il pense fermement avoir accompli dans la droite ligne du plan d'action du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis, suite à la hausse des prix du sucre brun, la ministre de l'économie nationale, Akacia Bandoubola, a convoqué ce lundi, en son cabinet de travail, une réunion avec les responsables de la sucrière des Kouilou. Suivez. Sucre brun sur le marché à Kinshasa particulièrement, augmentation du prix du sucre sans aucune raison, c'est une denrée de première nécessité. Ce n'est pas du goût du gouvernement qui observe beaucoup d'incohérences dans la filière sucre, de par la production jusqu'à la mise sur le marché. La ministre de l'économie nationale, Akacia Bandoubola, qui a observé cette situation, a demandé au directeur manager de la sucrière de Kulungongo, Jean-Arthur Pilote Lagesse, pour qu'il justifie avec d'informations sûres sur cet déséquilibre. Je suis assez confiant que le prix va retourner à des normes acceptables par rapport à ce qui est mis sur le marché comme tonnage de sucre. Madame la ministre a une attitude très positive. Ensemble, nous allons revoir la situation. Le numéro 1 de l'économie nationale, Akacia Bandoubola, entend résoudre ces problèmes de carence du sucre sur le marché. Le suivi de cette affaire a été confié au secrétaire général de l'économie nationale, Célestin Tuité, qui
qui en appelle au calme. Dès lors que nous aurons les différentes listes des distributeurs de Kulungongo, nous allons faire la surveillance sur le marché et nous demandons par cette même occasion à tous les distributeurs de Kulungongo de respecter les marges bénéficiaires légales parce que nos services viendront pour vérifier cette situation et les distributeurs et récalcitrants trouveront la rigueur de la loi. Demandons à la population de Kinshasa d'être calme parce que Madame le ministre de l'économie nationale a pris la situation du prix du sucre en main. Très préoccupée par cette situation, la ministre de l'économie nationale se donne un délai pour résoudre une fois pour toutes ce problème. Anime Balaka revient en page magazine sur cet élément que vous venez de suivre. Le ministre des Ressources hydrauliques a conféré avec une délégation des investisseurs égyptiens en séjour à Kinshasa sur les possibilités d'investir en République démocratique du Congo dans le secteur de l'énergie. Mirendeke. Partie d'une couverture en énergie électrique de 3600 MW en 2014, la République arabe d'Égypte a su combler ses déficits jusqu'à atteindre 50 000 gigawatts en 2018. Cette expérience égyptienne a été partagée au cours de cette séance de travail regroupant une trentaine d'investisseurs égyptiens conduite par le ministre égyptien de l'énergie, le docteur Mohamed Chaker, et le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Eustache Moanzi Mumbembe, avec à ses côtés son adjoint Papi Pungulamba et les autres collaborateurs. Il était question également de réfléchir sur les possibilités d'investissement des entreprises égyptiennes en RDC, spécialement dans le secteur de l'énergie. Nous avons une relation avec la RDC qui date d'il y a très longtemps, depuis pratiquement les années de l'indépendance. Et nous, dans le secteur que je dirige, qui est celui de l'énergie, nous avons pratiquement traversé les mêmes difficultés comme celles que traverse la RDC. Et nous sommes venus ici pour voir un peu comment est-ce que nous pouvons aussi accompagner la RDC à répondre à ces déficits-là. Nous sommes convaincus que c'est vraiment une très bonne opportunité pour nous de collaborer avec la République démocratique du Congo. C'est vraiment le moment opportun pour voir un peu comment est-ce que nous pouvons adresser la question du déficit de l'énergie en RDC. Le secteur de l'énergie inondé par les investisseurs grâce à la libéralisation du secteur conformément à la loi, le ministre d'État Eustache Moanzi Mumbembe a témoigné sa reconnaissance à ces pays frères qui ne cessent d'accompagner la RDC dans ses efforts de développement. Nous nous félicitons de la formation de plusieurs ingénieurs qui est offerte par la République arabe d'Égypte. Nous pensons profiter de l'expérience égyptienne pour faire face au déficit énergétique auquel nous faisons face et que, comme l'Égypte, que d'ici là, nous ne parlions plus de déficit, mais que nous parlions sur plus d'énergie. Et pour lier l'utile à l'agréable, un présent a été remis au ministre d'État Eustache Moanzi Mumbembe, à son collègue égyptien, le docteur Mohamed Chaker, signe qui scelle un nouveau partenariat. Et enfin, la note est positive. Après une année de gestion à la tête du pays, les parlementaires debout de l'UDPS saluent les efforts du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour le redressement socio-économique de la République démocratique du Congo. Commentaire Cédric Kenina. Ils étaient venus par milliers de tous les coins de la capitale pour répondre à l'invitation d'une matinée politique au siège national du parti. L'enjeu était de taille vu l'actualité de l'heure. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a mot à mot, sujet après sujet, éclairé la lanterne des combattants. La sortie médiatique de certains cadres du Front commun pour le Congo, dont la présidente de l'Assemblée nationale a heurté ces irréductibles du parti présidentiel. La menace de paralyser le pays pour des faits qui relèvent de la justice par un cadre de ces mêmes regroupements politiques n'a pas été épargnée. Augustin Kabouya a tenu à rappeler que l'expertise en cette matière, l'UDPS peut donner des leçons à quiconque le veut. La capacité de mobilisation est intacte et la force de frappe à portée des mains, mais le secrétaire général de l'UDPS tempère pour sauver la République par cette coalition. Le président de la République doit être respecté et cela sans condition aucune, étant la première institution de la République. Les combattants très excités, prêts pour réagir,
dès que les mots d'ordre du parti est donné, sont plutôt répartis apaisés parce que bien éclairés par le secrétaire général. Le président de la République reste le garant des bons fonctionnements des institutions de la République et il est le seul. Alors le seul que la Constitution a confié la responsabilité d'apprécier la crise pour arriver à des extrêmes sanctions. Un discours qui résonne encore dans les oreilles des combattants mobilisés comme un seul homme derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La leçon est entendue. La dynamique pour la démocratie au Congo, parti cher à Jean-Marie Ngele Photo, a procédé à la cérémonie d'échange de vœux avec les cadres membres et sympathisants de ces partis politiques. La cérémonie s'est déroulée ce dimanche dans la commune de Limete. Commentaire Patience Jockey. Les cadres, membres et sympathisants de la dynamique pour la démocratie au Congo, DDC, parti cher au député national Jean-Marie Ngele Photo, se sont réunis en ce début de l'année 2020. Objectif, évaluer la marche du parti en 2019, enfin de projeter l'année 2020. Prenant la parole pour la circonstance, l'autorité morale de la dynamique pour la démocratie au Congo, Jean-Marie Ngele Photo, a informé ses camarades de la célébration dans une année de la décennie de leur formation politique. Une célébration qui sera essentiellement consacrée au premier congrès, précédée par une session extraordinaire au fin de se pencher sur la révision de quelques articles des textes régissant le parti. Se prononçant sur l'actualité au pays, l'autorité morale de la DDC Ngele Photo a souligné que son parti politique est de même avis que ceux qui disent non à la balkanisation de la RDC. La DDC salue pour ce faire la bravoure et la prouesse en ce jour de FARDC à l'est du pays. S'agissant de la coalition FCC-CACH, la DDC en tant que parti membre du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, rend un vibrant hommage à leurs excellences, le président de la République honoré Joseph Kabila Kabange et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ont accepté de braver les caprices et les soubresauts et de travailler ensemble pour l'intérêt du peuple congolais. En outre, la DDC a salué la gratuité de l'enseignement des bases et souhaite une thérapie de choc pour le système de l'enseignement supérieur et universitaire. L'actualité continue sur nos antennes. Prenez rendez-vous tout à l'heure à 22h avec Joël Makela et sur notre site internet www.rtnc.cd. Moi, je vous retrouve prochainement. Bonne soirée à tous.